Quelques-uns des vestiges les plus anciens que l'on connaisse, et qui remontent bien avant Jésus-Christ, sont les restes d'un monde perdu qui est situé ici, au Brésil. Le Brésil, le pays natal de votre mère, et qui est aussi le vôtre. Ne laissez jamais un amour trop profond vous envahir, Monsieur Bates, ou il vous détruira. Alors vous avez osé. Vous avez une nouvelle affaire, Holmes. Hein? La faculté de déduction est sans nul doute contagieuse. Elle vous a soufflé à l'oreille que l'on m'avait en effet confié un cas intéressant. Après quelques semaines passées à me morfondre, la roue s'est remise de nouveau à tourner. Puis-je en savoir plus? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais nous pourrons en discuter quand vous aurez goûté à ces 2 œufs coques dont la remplaçante de notre logeuse a voulu nous régaler. J'ignore de qui elle tient la recette, mais je la soupçonne fort de l'avoir trouvée dans un certain hebdomadaire que j'ai vu traîner sur la table. Oh, il est vrai que la Gazette amoureuse attache plus d'importance aux aventures amoureuses des vedettes du spectacle qu'à la confection des mets destinés à réparer les forces de ses lecteurs. Non, j'espère que Madame Hudson va vite rentrer de voyage. Ah! Vous avez entendu parler de Mel Gibson, le roi de l'or? Vous voulez dire le sénateur américain? Oui, il fut autrefois sénateur d'un des États de l'Ouest, mais il est plus connu en qualité de propriétaire des mines les plus riches du monde. Oui, je connais le nom. Il vit quelque part en Angleterre. Il a acheté une gentilhommière dans le Hampshire il y a 5 ans environ. Peut-être connaissez-vous la fin tragique de son épouse. Oui, c'est pourquoi son nom est familier, mais j'ignore tous des détails. Le fait est que cette affaire, quoique de nature sensationnelle, ne présente à vrai dire aucune difficulté. La très forte personnalité de l'accusé, Miss Grace Dunbar, n'atténue pas la clarté des preuves selon l'expression employée par le jury d'enquête et les procédures policières. C'est une affaire très ingrate.
Je suis en face de faits contre lesquels je ne peux rien, sauf si d'autres faits viennent à éclairer l'affaire d'une autre lumière. Je vois mal ce que mon client peut espérer. Votre client? Oui, je me suis laissé aller à votre manie d'exposer les choses à l'envers. J'aurais mieux fait de vous faire lire d'abord ceci. Cher monsieur Sherlock Holmes, je ne peux me faire à l'idée que la meilleure des femmes qui soit au monde puisse un jour marcher au supplice sans que rien n'ait été fait pour la sauver. Je ne saurais ni ne pourrais en expliquer la raison, mais j'ai l'absolue conviction que Miss Dunbar est innocente. Vous connaissez les faits, comme chacun. L'histoire a fait le tour du pays sans que nulle voix ne se fasse entendre pour prendre sa défense. C'est cette profonde injustice qui me révolte. Cette femme est, je l'affirme, l'honnêteté et la bonté personnifiées. Peut-être y a-t-il dans mon subconscient des choses que j'ignore, mais je suis prêt à vous dire tout ce que je sais et à mettre ma personne et ma fortune à votre disposition pour la sauver. Je crains que vous n'ayez pas le temps de consulter et assimiler toutes ces coupures de presse, mais je pense vous en résumer l'essentiel. Monsieur Gibson est un homme très violent et d'un caractère indomptable qui épousa une femme dont je ne sais rien hors du fait qu'elle n'était pas de première jeunesse. Ce qui était évidemment un sérieux handicap face à la séduisante gouvernante chargée de l'éducation des enfants. Ce sont là les trois protagonistes et la scène représente le domaine du Hampshire. Quant à la tragédie, elle eut comme décor le tablier du pont situé sur le lac, à un demi-mile de la résidence principale. Madame Gibson fut retrouvée à la nuit par le garde-chasse. Elle était vêtue de la robe qu'elle portait à dîner, et une balle de revolver lui avait percé la tempe. On ne retrouva pas l'arme du crime, ni aucun indice qui eût pu servir à identifier le meurtrier. Aucune arme auprès du corps, notée près du corps, Watson. C'est trop condensé, peut-être. Non, pas du tout, c'est très clair, mais... Pourquoi soupçonner la gouvernante? Parce que l'on trouva sur place une preuve directe. La victime tenait encore à la main une lettre lui donnant rendez-vous sur le... Ne touchez à rien, Betsy. Elle portait la signature de la gouvernante. Monsieur Gibson envoya aussitôt son majordome alerter les autorités. Il resta près du corps et interdit que l'on touchât à quoi que ce soit avant l'arrivée de la police qui eut lieu peu après 11 heures. Il y a aussi la preuve matérielle, le revolver découvert peu après et dont le calibre correspondait à celui de la balle qui avait tué Madame Gibson. C'est relatif sur cette coupure. Il fut retrouvé dans un des tiroirs de la commode de Grace Dunbar. Dans un des tiroirs de sa commode. Sans appel. Les jurés ont donc conclu et l'affaire passera aux assises à Winchester. Et le mobile? Monsieur Gibson est un homme de grande prestance. Que sa femme vienne à disparaître, qui pourrait être mieux à même de prendre sa place que la jeune femme qui a jusqu'ici bénéficié des attentions de son employeur et qui de ce fait se verrait accéder à la fortune, à la gloire mondaine, avec la perspective d'en rester un jour seule détentrice. Mauvais, Watson. Très mauvais. Et si encore elle avait un alibi, mais elle a au contraire admis qu'elle se trouvait ce même soir sur le pont à 9 heures. Un serviteur l'avait d'ailleurs vu s'y rendre. Les dés sont donc jetés. Pourtant, Watson... Pourtant... Sauf erreur, je crois que voici mon client. Il est venu plus vite que je le croyais. C'est un monsieur qui veut vous voir. Monsieur Neil Gibson. Non, monsieur, pas lui. Il s'appelle Bates. Et il a pas l'air content. Merci, Billy. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur Je Bates. sais que monsieur Gibson doit venir. Je suis le majordome du domaine. Monsieur Holmes, c'est un scélérat. Un vil scélérat. Le mot est fort, monsieur Bates. Je dois parler franc, monsieur Holmes. Je ne dispose que de peu de temps. Je ne veux pas qu'il me voie ici. Et vous êtes son majordome. Je lui ai donné mon préavis. À la fin du mois, j'aurai enfin secoué les chaînes de cet esclavage. Il est dur pour tout le monde, aussi bien que pour lui-même. Mais sa femme, surtout, était sa victime. Il était pour elle une brute, un vrai bourreau. J'ignore comment et de quelle main elle est morte, mais je peux affirmer que sa vie a été misérable. C'était une créature des tropiques. Une brésilienne par sa naissance, vous le saviez sans doute? Je l'ignore, et comment l'aurais-je su? Continuez. Des tropiques par son origine et par sa nature. Une fille à la fois du soleil et de la passion. Elle aimait cet homme comme savent aimer les êtres comme elle. Nous la vénérions tous, et nous le haïssions, lui, pour la façon dont il la traitait. Mais il est beau parleur, et rusé, et c'est tout ce que j'avais à dire, voilà.
Ne vous fiez pas à l'apparence. Son visage est un masque. Je vous laisse à présent. Ne me reconduisez pas. Non, merci, monsieur. Au revoir. Bien, bien, bien. On n'est jamais si bien trahi que par les siens, ce que l'on dit. Je vais néanmoins me méfier. Monsieur Gibson, Monsieur Holmes vous attend. Je vous présente mon collègue et ami, le docteur Watson. Laissez-moi d'abord vous dire, monsieur Holmes, que l'argent n'entre pas en ligne de compte. Vos frais, quels qu'ils soient, ne doivent concourir qu'à un but. Cette femme est innocente et je vous demande d'apporter à la justice les preuves sûres et indéniables. Quel est votre prix? Mon prix, disons mes honoraires, sont fixés d'avance. Je n'en ai jamais changé, sauf s'il m'arrive d'agir à titre gratuit. Si l'argent n'a pas d'importance à vos yeux, songez à votre réputation. Si vous prouvez que cette femme est innocente, la presse britannique et américaine vous portera au nu. Vous allez devenir un héros sur les deux continents. Apprenez que je n'ai nul besoin de cette publicité, cher monsieur. Et maintenant, venons-en aux faits, suivez-vous. Vous les trouverez presque tous rassemblés dans les rapports de la presse. Je crains de ne pas être en mesure d'y ajouter grand-chose, mais si vous le jugez utile, vous pouvez m'interroger. Je vais donc vous poser une question. Je vous écoute. Quels étaient vos rapports réels avec Miss Dunbar? Je suppose que c'est votre droit ou même votre devoir, dans ces conditions, de poser une telle question, monsieur Holmes. Soit, monsieur, supposez-le. Dans ce cas, je peux vous assurer que nos relations ont toujours été, et cela depuis le début, les relations d'un employeur envers une jeune femme avec qui il n'avait que peu d'occasion de s'entretenir. Sauf quand elle était en compagnie des enfants. Je suis un homme très occupé, monsieur Gibson. Je n'ai pas de temps à perdre en conversation inutile, sachez-le. Bonne journée. Mais puis-je savoir ce que cela veut dire, monsieur Holmes? Vous refusez de vous occuper de... Non, monsieur Gibson, c'est vous que je refuse. Cette affaire est assez compliquée en soi sans qu'il s'y ajoute dès le départ de fausses informations. Traitez-moi donc de menteur! J'ai essayé d'exprimer cette idée aussi délicatement que possible, mais si vous le voulez, je peux aussi employer ce mot. Je vous en prie, gardez votre sang-froid. Une colère juste après le petit déjeuner, ce n'est pas bon pour la digestion. Je vous suggère d'aller prendre l'air. Cela vous calmera pour votre plus grand bien. J'en ai brisé de plus coriace que vous, monsieur Holmes. Aucun homme ne s'est jamais opposé à moi sans le regretter. Nombreux sont ceux qui m'ont menacé de représailles. Et comme vous le voyez, cher monsieur, je suis toujours là. Qui vous a donc mis au courant de ses relations avec la gouvernante? J'ai bluffé, Watson. J'ai bluffé. J'ai d'abord comparé le ton et le style passionné de sa lettre en total contraste avec la froideur apparente du personnage. Il est bien clair qu'il a autant de profonds sentiments envers la prétendue meurtrière qu'envers la victime. J'ai bluffé en lui donnant l'impression d'en avoir l'absolue certitude. Quand en réalité, ce n'est qu'un soupçon. Vous croyez qu'il va revenir? Oui, j'en suis sûr. Il faut qu'il revienne. Mon cher Watson, je crois que vous n'ajouterez rien à la réputation que j'ai pu acquérir en mentionnant l'énigme de Thorbridge. Quand vous éditerez vos mémoires, j'ai fait une grosse erreur de jugement. Holmes, le sénateur n'a pas réapparu, soit, mais néanmoins, sa lettre vous requérait de prendre la défense de Grace Dunbar. Il ne faut songer qu'à elle. Pourquoi ne pas lui rendre visite? À la prison de Winchester.
Il nous faudrait pour cela un permis officiel. Nous pourrons sûrement l'obtenir grâce à cette lettre. Ce qui ne serait pas très délicat, je l'avoue. Mais pratique, Watson. Pratique, mes sincères félicitations. Vous avez obtenu satisfaction. Ces fonctionnaires sont des gens vraiment pointilleux à l'excès. Mais j'ai réussi à obtenir gain de cause et un permis signé du juge en personne. Encore une fois, je vous en félicite. Et j'ai par ailleurs appris qu'elle était défendue par M. Cummings. Cummings, Joyce Cummings est un des maîtres du barreau de Londres. C'est une excellente nouvelle. Votre venue est providentielle, Monsieur Holmes. Le procès se tiendra après-demain, et je n'ai encore trouvé aucune contre-preuve qui puisse la sauver. C'est elle qui a spontanément accepté l'aide de son employeur? Oui, elle n'avait guère le choix, et elle semble avoir été très sensible à sa démarche. Cela va de soi. Je vous présente Monsieur Sherlock Holmes et son collègue, le docteur Watson. Votre employeur, Monsieur Gibson, m'a engagé pour essayer de faire la lumière sur votre cas. J'en suis reconnaissante à Monsieur Gibson. Il est incroyable qu'une telle accusation contre moi ait pu être maintenue. Et j'ai toujours cru que la police trouverait très vite le vrai coupable. Ma chère demoiselle, je vous adjure de ne pas vous faire d'illusions. Maître Cummings vous dira lui-même que les charges qui pèsent contre vous sont très lourdes. M. Gibson est convaincu de votre innocence, mais on risquerait de vous décevoir si l'on prétendait que vous ne courez aucun danger. Je vous dirai tout ce que je sais. Eh bien, parlez-nous de vos relations quotidiennes avec votre employeur et sa femme. Laissez-moi passer! Comment osez-vous prendre cette liberté, Monsieur Holmes? Écoutez, Monsieur Gibson, Vous, Cummings, je n'ai pas sollicité vos services pour conspirer contre ma personne. Ces messieurs sont ici sous le faux prétexte. Je n'ai pas autorisé leur visite. Ce sont des imposteurs. J'exige qu'ils sortent immédiatement. Laissez-moi vous dire, Monsieur Gibson, que votre conduite est inqualifiable. Ces paroles méritent une correction, Holmes. À quoi cela vous avancerait-il? Je suis désolé, Monsieur Holmes. Oui, nous partons, commissaire, soyez tranquille. Monsieur Cummings, à bientôt, Miss Dunbar. Vous pouvez faire confiance à Sherlock Holmes. Monsieur... Ferguson. Oui. Il y a une intéressante exposition au musée situé de l'autre côté de la rue, je vous la recommande. Le musée ferme ses portes à 5 heures. Je peux vous assurer, Monsieur le commissaire, qu'il s'agit tout au plus d'un simple malentendu. Oh, une copie de la charte des maîtres verriers de Buckbolt, datée de 1578. Est-ce que par hasard ces gens figureraient parmi vos aïeux? C'est possible. Un certain Henri de Portal était maître papetier à Liverstoke. C'est lui qui fabriquait le papier destiné aux billets de la Banque d'Angleterre. Et c'est depuis cette époque que l'argent vous fait défaut. Bonjour, Monsieur Ferguson. Monsieur Neil Gibson souhaite vous voir au manoir de Thor à 11 h demain matin. Ce soir m'aurait mieux convenu. Demain matin. À 11 h, Monsieur Holmes. Nous vous enverrez le chauffeur. Vous avez un train qui vous conduira jusqu'au village de Thor. Monsieur Gibson est un homme très pris. Il espère votre ponctualité.
Comment avez-vous deviné qu'il vient? J'ai misé sur le fait que nous avons impressionné Miss Dunbar et qu'elle lui a fait changer d'avis. Après tout, ne sommes-nous pas son dernier espoir? Et à présent, il nous faut chercher pour la nuit un hôtel décent. Il faut que nous soyons à Thor à 9 h très précises demain matin. 9 h, il a dit 11. 9 h, Watson, pour voir le sergent Coventry de la police locale. Et une chose est sûre, monsieur Holmes, j'aime mieux avoir affaire à vous qu'à Scotland Yard. Ils ont toujours tendance à prendre la police locale pour des attardés et à garder pour eux ce qu'ils découvrent. Mais vous êtes régulier, à ce qu'on m'a dit. Je préfère la discrétion à la publicité. C'est très chic de votre part, monsieur. Et je sais qu'on peut aussi faire confiance à monsieur Watson. À propos, il y a une question que je voudrais vous poser. Je n'en parlerai à personne, sauf à vous. Vous ne croyez pas que monsieur Gibson y soit mêlé personnellement plus qu'on a l'air de le croire? D'après les domestiques, il s'était retiré dans son bureau après le dîner. Et il est resté tout seul jusqu'à ce que le garde-chasse ait donné l'alarme à 11 h. J'ai déjà considéré le cas de M. Gibson. Ces Américains ont, comme on dit, la gâchette plus facile que chez nous. Le pistolet lui appartenait. Il avait même la paire. La paire, dites-vous? Où est donc l'autre? Monsieur Gibson en avait, à vrai dire, tout un arsenal. On n'a pas particulièrement recherché le deuxième. Mais le coffret était fait pour deux. Tenez. C'est ici qu'on a découvert le corps. Si l'on se réfère au rapport de police, le coup de feu aurait été tiré à courte distance. Oui, très courte distance. Et dans la tempe droite. Un peu en arrière. Dans quelle position était le corps? Sur le dos, monsieur. Aucune trace de lutte, pas de marque, pas d'arme. Elle tenait le billet de Miss Dunbar très serré dans la main gauche. Très serré, dites-vous? Oui, monsieur. On a eu beaucoup de mal à l'ôter. Ce détail revêt une très grande importance. Il inclut l'hypothèse qu'une tierce personne ait placé le billet après la mort pour fournir une fausse piste. Mais dites-moi, cette lettre, si je m'en souviens bien, était très courte. Quelque chose comme « Soyez sur le pont à 9 h, Grace Dunbar ». C'est bien cela? Tout à fait, monsieur. Cette histoire de lettre n'est pas très claire, sergent. Et pourtant, monsieur, sauf votre respect, je dirais au contraire que c'est le seul point clair de cette affaire. En admettant qu'elle soit authentique, la victime avait dû certainement la recevoir, je dirais, 1 heure ou 2 avant. Pourquoi alors la tenait-elle à la main? Elle n'en avait nul besoin pour se rendre au rendez-vous. Cela ne vous semble-t-il pas remarquable? En effet, monsieur, à la réflexion. Tiens, c'est curieux. Oui, on l'a remarqué l'autre jour. Ça a pu être fait par un guidon de bicyclette. Le choc a dû être assez violent. Je suis d'accord avec vous. Et chose plus curieuse encore, c'est que la marque est située sous le parapet, pas au-dessus. Et à une quinzaine de pieds de l'endroit où gisait le cadavre. Ce détail est peut-être anodin. Traces de pas néant. Sur un sol aussi sec, monsieur, des pas n'en laissent aucune. Eh bien, nous avons fait le tour de la question. Vous êtes en avance, monsieur Holmes. C'est la meilleure façon de ne jamais être en retard, monsieur Ferguson. Monsieur Gibson est en conférence. Il va vous falloir attendre un peu. Je me charge de ces messieurs. Enchanté de vous revoir. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions examiner la collection d'armes. Ne doit pas manquer d'ennemis. En effet, si vous connaissiez ses méthodes. Il dort avec un revolver chargé sur sa table de chevet. Cet homme est un violent, monsieur. Lui arrivait-il de frapper sa femme? Oui, je l'ai souvent constaté. Il a moins bien réussi sa vie privée que celle de brasseur d'affaires. C'est le coffret qui contenait l'arme du crime. Il y avait la paire, mais l'autre est manquante. Monsieur Ferguson a sûrement signalé que vous nous serviez de guide. Cela risque de vous attirer des représailles. Il ne peut plus rien contre moi à présent. Bien, dans ce cas, conduisez-nous à la salle d'études. Où sont les enfants? En Amérique, en visite chez les grands-parents.
Regardez, Watson. Leur mère était de sang brésilien, cela se voit tout de suite. On voit aussi que tout a été fait pour leur rappeler leur origine, n'est-ce pas? Ces enfants tiennent beaucoup d'elle. Regardez, les collines de Ricardo Franco, dont les parois sont si escarpées que l'homme n'a jamais réussi à y accéder. On pense que des monstres antédiluviens vivent là-haut. Voici Martin, le chasseur d'Indiens. Autre genre de monstre. Ses victimes, hommes, femmes, enfants, se comptent par milliers. Ça pourrait-il que Maria Gibson fût jalouse de Miss Dunbar et de son influence sur les enfants? J'ignore tout de leurs sentiments réciproques. Mais néanmoins, il est sûr qu'elle avait des raisons de se montrer jalouse. Hors ici, Bates! Les propos de M. Bates sont sans fondement et dus à sa dévotion envers ma défunte épouse. Il ne sait encore, M. Gibson, de quoi il convient ou non de tenir compte. Vous êtes comme ces docteurs qui veulent connaître tous les symptômes avant d'établir leur diagnostic. Seul le patient peut avoir un dessein en trompant son médecin ou en dissimulant les faits. Je peux vous assurer que les relations entre Miss Grace Dunbar et moi-même sont sans rapport avec cette affaire. Ce n'est pas à moi d'en décider. Beaucoup d'hommes ont quelque part au fond d'eux-mêmes leur jardin secret où ils ne tolèrent pas que pénètrent les intrus. Mais puisque vous venez de le violer, dites-moi au juste ce que vous voulez. La vérité. J'ai connu ma femme quand je n'étais que chercheur d'or au Brésil. Son père était haut fonctionnaire de l'État à Manaus. Quand je regarde vers le passé avec un œil serein, je revois sa riche et passionnée nature, tropicale, capricieuse, très différente des femmes américaines du Nord que j'avais connues. Et au fil des mois, quand les feux de la passion s'apaisèrent, je me rendis compte que nous n'avions rien en commun. L'amour fit place à une indifférence polie. Mais vous savez comment sont ces femmes. J'avais beau faire, rien ne pouvait la détourner de moi. Si j'ai été, vers la fin, dur pour elle, même brutal, c'était pour changer en haine l'amour qu'elle gardait pour moi et faciliter la séparation. Mais rien ne pouvait en venir à bout. Elle continuait à m'adorer au milieu de ces paisibles paysages anglais comme autrefois sur les rives de l'Amazonie. Et survint Miss Dunbar. Grace Dunbar a sans conteste beaucoup de charme. Je confesse que je n'ai pu éviter, étant en contact quotidien avec elle à cause des enfants, d'éprouver à son égard un penchant certain. Me le reprochez-vous, monsieur Holmes? Mais je ne vous reproche pas vos sentiments, monsieur Gibson, mais seulement de les avoir exprimés en feignant de la protéger. Je l'admets, soit. Je ne prétends pas être meilleur que je ne le suis. Je reconnais que je me suis toute ma vie efforcé d'obtenir ce que je voulais. Je n'ai jamais rien désiré plus ardemment que l'amour et la possession de cette femme. Je le lui ai dit. Vraiment? En quels termes? Je lui ai dit que si je pouvais l'épouser, je le ferais. Mais je ne le pouvais pas. Ce n'était pas une question d'argent, j'avais de quoi lui rendre l'existence heureuse et confortable. C'eût été la moindre des choses. Écoutez, monsieur Holmes, je vous ai engagé pour prouver son innocence, pas pour me faire la morale ni critiquer mon comportement. Si j'ai accepté cette affaire, c'est dans son seul intérêt et non le vôtre. Rien de ce dont elle est accusée n'est pire que ce que vous venez d'avouer, le fait d'avoir tenté de circonvenir une jeune femme sans défense, vivant sous votre toit. Vous autres, les riches et les puissants, vous avez besoin que l'on vous enseigne de temps à autre que l'argent ne peut pas toujours tout acheter. Oui, c'est exactement ce que je me dis à moi-même aujourd'hui. Il est heureux que mon plan ait échoué. Elle a refusé et a même parlé de quitter la maison sur le champ. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Parce qu'elle avait la charge des enfants et qu'elle ne se sentait pas le cœur de faillir à son devoir. Je lui ai juré que je cesserai de l'importuner à l'avenir. Elle a consenti à rester. Et il y avait une autre raison. Elle savait quelle influence elle possédait sur moi. Influence plus forte que tout autre pouvoir au monde. Elle voulait s'en servir pour le bien. Vous êtes cruel. Vous détruisez de pauvres gens qui n'ont pas les moyens de vous résister. Vous ne faites rien de plus qu'abuser de votre force. Vous ne le voyez pas. Vous croyez régner par la peur. Mais vous n'aspirez que leur haine. C'était ainsi. Elle se refusait à admettre qu'on puisse faire fortune dans ces pays neufs sans commencer par se frayer un chemin au milieu des indigènes avec autre chose que de l'eau bénite. Et vous, enfants, qui ont tant besoin de tendresse et d'amour, vous ne voudriez pas les en priver.
Elle se rendit compte que je l'écoutais. Elle est donc restée. Et jusqu'au dénouement, oui. Monsieur Gibson, avez-vous là-dessus quelques lumières? J'ai une explication et je vous la donne, monsieur Holmes, pour ce qu'elle vaut. Il n'y a aucun doute, ma femme était pétrie de jalousie. Il est possible qu'elle ait songé à tuer Miss Dunbar. Mais je crois qu'elle a seulement voulu la menacer de son arme. Peut-être en sont-elles venues aux mains. Le coup est parti tout seul, atteignant celle qui portait l'arme. Oui, c'est une possibilité. C'est la seule alternative à un meurtre prémédité. C'est une hypothèse gratuite. Qui, selon vous, s'y opposerait? Miss Dunbar elle-même. Il ne nous reste qu'un seul jour avant le procès. Je vous demande instamment la permission de m'entretenir avec elle. Si vous avez réellement autant de talent qu'on prétend, Holmes, apportez-moi la preuve. Très vite. Soit. Mais je crains que mes conclusions ne soient pas tout à fait celles que vous attendez. Vous venez, Watson? Nous avons plusieurs questions d'une importance quasi vitale à poser à cette jeune personne. J'avoue que son cas me paraîtrait désespéré s'il n'y avait pas à son bénéfice un certain détail. Lequel? Le fait que l'on ait retrouvé l'arme dans sa commode. Mais il me semble au contraire que cela ne fait que l'incriminer. Pas du tout, Watson. Et je fonde là-dessus un grand espoir. Oh. Il faut examiner la chose sous tous les angles. Oui. Sinon, nous risquerions d'éprouver une grande déception. Oui, mais le temps presse. Le procès se déroule demain. Watson, vous allez vous mettre un instant dans la peau de Miss Dunbar. Je veux dire telle que la décrira l'accusation. Une femme ambitieuse qui veut à tout prix se débarrasser d'une rivale. Dites-moi, comment vous vous y prenez? Je lui ai écrit une lettre. La victime est au rendez-vous et avec le revolver pris dans l'armurerie. Rien de plus simple. Jusque-là, rien ne manque, mais le revolver. Ah, oui. Oh oui. Précisément, Watson. L'arme du crime est maintenant introuvable. Ah oui. Vos amis voient en vous une personne de bon sens qui l'on peut croire que vous êtes retourné au manoir, que vous avez dissimulé l'arme à l'endroit où la police le recherchera. Elle a toujours affirmé ne jamais avoir eu connaissance de cette arme. Vous croyez donc que quelqu'un l'a dissimulée chez elle, mais qui... Quelqu'un qui voulait la compromettre. Oh, Cummings. Bonjour, Cummings. Miss Dunbar, nous avons longuement parlé de vous avec Monsieur Gibson. Il nous a révélé la vraie nature de vos relations et a tenu en cela à vous mettre hors de cause. Ne vous faites pas le moindre souci à ce sujet. Mais je voudrais connaître de votre bouche vos sentiments réels envers Madame Gibson. Je ne voudrais faire aucun reproche à Madame Gibson. Mais elle avait pour son mari un amour tellement passionné, tellement charnel, qu'elle ne pouvait pas comprendre le sentiment purement spirituel qui m'attachait à lui. Ou imaginer que c'était seulement le désir de l'influencer, de le rendre meilleur, qui me retenait dans cette demeure. Et je crois que j'ai eu tort de rester. Je me rends compte maintenant qu'une telle entreprise était au-dessus des forces d'une faible femme. Ma cliente a omis de le mentionner, mais elle avait persuadé M. Gibson de financer une mission humanitaire pour sauver les tribus indiennes, en particulier les Bororo, victimes de la sauvagerie des chercheurs d'or, chasseurs de caoutchouc et autres prospecteurs. L'expérience a réussi. Nous en avons vu des scènes peintes dans la salle d'études. Oui, et comme ces portraits de guerriers indiens, M. Gibson laisse parfois une impression trompeuse à ceux qui l'approchent. Maintenant, Miss Dunbar, voulez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là? J'avais reçu le matin un billet de Madame Gibson qui m'implorait de la retrouver sur le pont après le dîner. Ce billet, l'avez-vous gardé? Non, elle m'avait recommandé de le détruire et de déposer ma réponse dans le jardin, sur le cadran solaire. Je ne voyais pas de vraie raison à ces mystères, mais elle avait très peur de son mari, qui la traitait avec une dureté que je lui reprochais souvent. Elle voulait probablement qu'il ne sache rien de cette entrevue. Mais elle a conservé votre réponse? Oui, j'ai été surprise d'apprendre qu'elle l'a serrée dans sa main quand on l'a retrouvée morte. Que s'est-il passé sur le pont? Alors, vous avez osé.
Je n'avais jamais eu conscience avant ce moment de l'étendue de sa haine. Vous m'avez volé non seulement mes enfants, mais aussi mon mari. Vous n'êtes qu'une fille des rues. Elle était comme folle. Oui, c'est cela. Elle était folle. Folle de rage, de jalousie, de frustration, comme seules certaines femmes peuvent l'être. Vous ignorez tout de l'amour, de la passion. Comment avait-elle pu dissimuler jusque-là les sentiments que je lui inspirais? Je ne puis en supporter davantage. J'étais au bord des larmes et je m'enfuis en courant, poursuivie par ces Je vous maudis. Vous me paierez un jour le mal que vous m'avez fait, soyez-en sûr. Et je vous ferai regretter d'être venu au monde. Ainsi donc, en présumant qu'on l'ait tué peu après que vous l'ayez quitté, vous n'avez rien entendu. Non, je n'ai rien entendu. J'étais tellement troublée, agitée et horrifiée par ce que je venais de subir que je me suis empressée de regagner ma chambre. J'aurais été incapable de remarquer quoi que ce fût. Dans votre chambre, et vous n'en êtes ressorti que le lendemain matin? Oui. Quand on a ramené à la maison le corps de la malheureuse. Monsieur Gibson vous a-t-il semblé particulièrement ému? C'est un homme de caractère et de grand sang-froid, qui, hormis la colère, n'extériorise jamais ses émotions. Mais vous qui le connaissez si bien... Je l'ai vu au fond, très touché. Maintenant, nous en arrivons au point crucial. Ce revolver retrouvé chez vous, l'aviez-vous déjà vu? Jamais, je l'affirme. On l'a découvert quand? C'était le lendemain, quand la police a perquisitionné. Parmi vos vêtements? Oui, dans le tiroir du bas de ma commode, sous des vêtements. Vous ne savez pas depuis combien de temps il y était? En tout cas, pas la veille même, parce que j'avais mis de l'ordre dans mes affaires. J'en conclus donc qu'une personne est entrée chez vous pour l'y cacher et attirer les soupçons sur vous. C'est cela, en effet. Quand? Eh bien, peut-être pendant que je me trouvais à table. Ou pendant que j'étais dans la salle de cours avec les enfants. Comme lorsque vous avez reçu la lettre? Oui, je n'en avais pas bougé de toute la matinée. Merci, Miss Dunbar. Existe-t-il d'autres points qui mériteraient de plus amples investigations? Je n'en vois aucun. Holmes, pourrais-je vous dire 2 mots? Veuillez m'excuser, Miss Dunbar. Je voudrais essayer de vous faire admettre la thèse que M. Gibson est le meurtrier de sa femme. Voilà un homme qui, de son propre aveu, brise ceux qui se dressent sur son chemin. N'était-ce pas là le cas de sa femme? Mais Miss Dunbar repousse ses avances. Il se venge en tuant l'une et en faisant porter les soupçons sur l'autre. Il aura donc fait d'une pierre 2 coups si la machination réussit. Vous vous doutez donc que la confession de Gibson soit sincère? Bates a bien dit que l'homme était beau parleur et rusé. Sa confession avait donc pour but de brouiller les pistes. Voici comment je vois les choses. Il découvre par hasard que sa femme a donné rendez-vous à Miss Dunbar. Il sort les 2 revolvers de leur coffret, dissimule l'un d'eux chez Miss Dunbar, après avoir tiré une balle dans le fond du parc pour prouver que c'est l'arme du crime. Il reste seul toute la soirée. Il voit Miss Dunbar entrer affolée et saisit l'opportunité. Il tue sa femme avec le second revolver et le jette dans le lac. Holmes? Holmes! Watson, j'ai montré une lenteur d'esprit et manqué de ce mélange d'imagination, de réalisme sur lequel est conçu mon génie. En vous écoutant, la honte m'a envahi. Vous pouvez dès maintenant vous réjouir, Monsieur Cummings. Grâce au Dieu de la justice et à mon collègue ici présent, vous deviendrez bientôt l'un de ceux dont on parle. Miss Dunbar, je puis vous assurer que les nuages qui s'étaient amoncelés s'estompent et que la vérité qui s'y dissimulait va bientôt se faire jour. Venez, Watson. Nous allons avoir besoin de votre ami le sergent Coventry, d'une pelote de corde solide et d'un grappin, bien sûr. Pourquoi d'un grappin?
Watson, je crois me souvenir que vous êtes parfois armé dans les excursions de ce genre. Ça a été souvent le cas dans le passé. Une chance pour vous, mon cher, compte tenu du peu de cas que vous inspire votre sécurité. En effet, je m'en remets un peu trop à ma chance, mais passons. Vous avez votre revolver sur vous? Eh bien, ce n'est pas un jouet d'enfant. Une fort belle arme, dites donc. Oui, et qui va devenir une des pièces maîtresses de la solution du problème que l'on s'efforce d'élucider. Vous voulez bien en ôter les balles? Voilà. Regardez. Il se pourrait que ce soir, Monsieur Gibson, j'ai des nouvelles pour vous. Il vous reste une demi-journée, Monsieur Holmes. Il m'est parfois arrivé de me tromper, Watson, mais j'ai l'intuition que je tiens, cette fois-ci, la bonne solution. C'est ce que nous allons voir. Mettez-vous à l'endroit exact où se trouvait le corps. Votre théorie sur la culpabilité du roi de l'or, si séduisante qu'elle soit, ne résiste pas aux faits. Mettez-vous un instant à la place d'une femme qui, poussée par une ferme et froide détermination, veut se débarrasser d'une rivale. Je veux parler, bien sûr, de Madame Maria Gibson. Maria Gibson? À toutes nos déductions soupçonnant Gibson d'être le véritable auteur de ce crime, substituons sa femme. Imaginez que c'est elle qui a pris les 2 revolvers dans la salle d'armes, qui a tiré avec l'un d'eux une balle dans le parc et a ensuite caché l'autre dans le tiroir de la commode de Miss Dunbar. Un acte froid, déterminé, prémédité, jusqu'au dernier détail, jusqu'à la mort. En voici l'indubitable démonstration, Watson. C'était mon revolver, Holmes. Maria Gibson, un être vindicatif, une créature des tropiques, passionnée, instinctive, maquillant en crime son propre suicide pour entraîner sa rivale dans la mort. Grace Dunbar, si fragile, si résolue, une des femmes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Si le bonheur pouvait enfin l'attendre au bout de la route, je ne pourrais qu'applaudir. Ah, et ce serait la moindre des choses, Watson.